Dédale invente tout, n'importe quoi, et le reste. Je vous avoue que j'ai du mal à écrire sur ce type. D'abord, ce que je sais de lui ne colle pas avec les récits anciens. Certes, je ne l'ai pas connu à l'époque et une partie de mon expérience provient de rêves, une source pas très fiable donc. Je ferai de mon mieux pour vous parler du Dédale d'origine, mais ne soyez pas surpris si ce que je vous raconte contredit ce que vous avez pu lire de mes aventures. Ensuite, il m'est difficile d'entrer dans sa tête parce que, ça en étonnera plus d'un, contrairement à lui, je n'ai rien d'un génie. Désolée de vous décevoir, mes questions neurones, je n'arrive déjà pas à la cheville de ma petite amie, alors à côté d'un super Einstein comme Dédale. Enfin, il faut admettre que ce type a une vie sacrément bizarre. Remarquez, quand on descend d'un mouchoir, ça n'a rien de surprenant. Je devrais peut-être commencer par là, tiens. Figurez-vous que l'arrière-grand-père de Dédale, Érictonios, était né du mouchoir avec lequel Athéna avait essuyé la morve d'Héphaïstos sur sa jambe. Un jour, le dieu du forgeron s'était montré un peu trop collant. Pour plus de détails, voir sans anecdotes dégoûtantes à propos des Olympiens ou encore mieux, Percy Jackson et les dieux grecs. En grandissant, le premier bébé mouchoir, Érictonios, devint roi d'Athènes. Ses descendants étaient tous des demi-dieux issus d'Athéna et d'Héphaïstos, les plus futés des Olympiens. Si Dédale était mal placé dans la ligne de succession au trône d'Athènes, tout petit déjà il faisait honneur à ses divins aïeux. Très vite, il eut la réputation de pouvoir fabriquer ou réparer à peu près tout. Un problème avec la suspension de votre char? Dédale peut arranger ça. Disque dur craché? Appelez le 0820 0000 et dites Dédale. Vous rêvez d'une villa avec toit terrasse ouvrant, piscine à débordement et système de sécurité optimal? Le professeur D est votre homme. Bientôt Dédale fut célèbre dans tout Athènes. Son atelier de réparation avait une liste d'attente de 5 ans. Il concevait et construisait des maisons, des temples et des centres commerciaux dans toute la ville. Ces statues imitaient si bien la vie qu'elles quittaient leur piédestal pour se mêler à la population et prendre part à la vie de la cité. Chaque automne, il crée le buzz en présentant à la presse la dernière version de son burin Dédale, de sa tablette de cire Dédale et bien sûr de sa fameuse lance Dédale à technologie brevetée pointe bronze. À première vue, tout baignait pour lui. Seulement, la vie de génie n'est pas un long fleuve tranquille. Mon problème, se dit-il un jour, c'est que je suis trop populaire. À force de réparer et d'inventer sans cesse de nouveaux trucs, je n'ai plus une minute à moi. Je devrais former un apprenti pour me soulager des tâches subalternes. Justement, la sœur de Dédale avait un fils, Perdix. Avec un nom pareil, vous imaginez bien qu'il était la cible de toutes sortes de plaisanteries dans la cour de récré. Mais le gosse avait de qui tenir. Il alliait l'intelligence d'Athéna à l'habileté manuelle d'Héphaïstos. Donc, Dédale embaucha son neveu. Au début, tout allait bien. Perdix se chargeait des réparations les plus difficiles. Il n'avait qu'à jeter un coup d'œil à un plan pour le mémoriser. Il apporta même des améliorations à la lance Dédale 2.0, telle la poignée antidérapante et la pointe adaptable déclinée en 3 versions, fine, extra fine et super fine. Il en avait bien volontiers accordé tout le crédit à Dédale. Toutefois, les gens commencèrent à murmurer « Ce garçon, Perdix, il est presque aussi brillant que son oncle ». Quelques mois plus tard, Perdix mit au point un truc qu'il appela tour de potier. Jusque-là, quand on voulait fabriquer, mettons, un bol, il fallait modeler l'argile à la main, ce qui prenait une éternité et donnait des formes grossières. Grâce à l'invention de Perdix, il suffisait de quelques minutes pour obtenir un très joli bol en façonnant l'argile sur un plateau tournant. Cette fois, les gens dirent « Oh, ce garçon Perdix, il est encore plus brillant que son oncle !» Les clients prirent l'habitude de le réclamer, que ce soit pour concevoir leur piscine à débordement ou récupérer les données de leur disque dur endommagé. La gloire et le succès commençaient à se détourner de Dédale pour sourire à son neveu. Un jour où Dédale inspectait le chantier du futur temple dont il avait dessiné les plans sur la colline de l'Acropole, il vit venir Perdix, une sacoche en cuir jetée sur l'épaule. Le jeune homme lui adressa un grand sourire. « Mon oncle, il faut absolument que tu vois ma dernière invention. » Dédale serra les poings. Une semaine plus tard, il devait présenter à la presse le marteau Dédale, un outil qui allait révolutionner l'art de planter des clous. Il n'avait aucune envie de se faire voler la vedette par son neveu, ce petit intrigant, et par une nouvelle percée technologique trop cool. « Qu'est-ce que tu es encore allé chercher ?» demanda-t-il. « Par pitié, dis-moi que tu as renoncé à ta dernière lubie, augmenter la taille d'affichage sur ma tablette en cire. »« Mais non, ça n'a rien à voir. Regarde. » Perdix sortit de son sac une mâchoire équipée de crochets acérés. « C'est celle d'un serpent, » expliqua-t-il. « Mais ça n'a rien d'une invention. »« Attends, je m'amusais à frotter les crochets sur un morceau de bois quand j'ai remarqué qu'ils entamaient la surface. Alors, j'ai fabriqué ceci. » Perdix tira du sac une lame en métal denté qu'il avait fixée à un manche en bois. « J'ai appelé ce nouvel outil « scie ».
Dédale eut l'impression qu'on l'assommait d'un coup de marteau Dédale entre les 2 yeux. Il saisit immédiatement tout le potentiel de l'invention de Perdrix. En se substituant à la hache, la scie rendrait la découpe des planches à la fois plus rapide, plus facile et plus précise. Quel bouleversement pour l'industrie du bois! Et entre nous, qui n'a jamais rêvé de faire fortune en découpant des planches? Mais si la scie remportait le succès qu'il lui prédisait, tout le mérite en reviendrait à son neveu, tandis que lui-même sombrerait dans l'oubli. Il n'était pas question qu'il laisse ce morveux ruiner sa réputation. « Pas mal, approuva-t-il avec un sourire crispé. On procédera à des tests une fois rentré à l'atelier. Mais d'abord, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur le bord de la falaise. J'ai peur qu'il ne soit pas assez solide pour supporter le futur temple. » Perdix, confiant, s'approcha du vide. « Mange-toi un peu, tu verras mieux, lui conseilla Dédale. Donne-moi cette scie, tu seras plus à l'aise. » D'accord. Je ne vois... Dédale poussa alors le jeune homme du haut de l'acropole. Certains prétendent qu'Athéna, prise de pitié, le transforma en perdrix avant qu'il ne s'écrase au sol. La déesse était favorable au développement intellectuel de la jeunesse. En précipitant son neveu surdoué dans le vide, Dédale risquait de faire baisser la note moyenne de la ville au test d'aptitude. À compter de ce jour, elle veillait à lui pourrir l'existence. Fini les conférences de presse géantes et le buzz médiatique. Mais s'il est vrai qu'Athéna métamorphosa Perdix en oiseau, alors comment expliquer ce qui suit? Son méfait accompli, Dédale aurait pu s'éloigner en feignant de n'avoir rien vu. Quoi? Perdix est tombé du haut de l'acropole? Oh, ça ne m'étonne pas de lui. Ce gamin est d'une maladresse. Au lieu de ça, il se rua au pied de la falaise, dévoré par le remords, et pleura sur son neveu mort. Ayant roulé le corps dans une bâche, il le traîna ensuite jusqu'à la limite de la ville et entreprit de lui creuser une tombe. Malheureusement, le sol était trop rocailleux et il n'avait pas encore inventé la pelle Dédale. Quelques passants remarquèrent son manège et avant qu'il ait pu s'enfuir, une foule s'était massée autour de lui. « Mais qu'est-ce que tu veux enterrer » demanda quelqu'un. « Un serpent » répondit Dédale, qui transpirait comme s'il venait de courir un marathon. L'autre considéra le paquet et le poussa du pied. La main droite de Perdix s'échappa de sous la bâche. « C'est curieux, dit le type. J'aurais juré que les serpents n'avaient pas de main. » Dédale fondit alors en larmes et confessa son crime. Il s'en fallut de peu que la foule ne le lynchât. Comment leur en vouloir? La moitié avait rendez-vous avec Perdix la semaine suivante pour qu'il répare leur char. Toutefois, la raison l'emporta et ils traînèrent le coupable devant les juges. Le procès fit la une des journaux athéniens durant plusieurs semaines. La mère de la victime, la propre sœur de l'accusé, réclama la peine de mort. L'ennui, c'était que Dédale avait rendu des services innombrables à la ville. Il avait contribué à l'embellir et déposé des centaines de brevets qui facilitaient l'existence de ses habitants. Les juges se montrèrent indulgents en le condamnant à l'exil. C'est ainsi que Dédale quitta Athènes sans espoir de retour. Tout le monde pensait qu'il se retirerait dans une caverne et se laisserait mourir. C'était compté sans la rancune d'Athéna. La déesse était déterminée à ce qu'il vive encore de longues années afin d'expier son crime. Le châtiment de l'inventeur ne faisait que commencer. Dédale trouva refuge en Crète, la principale rivale d'Athènes à l'époque. Le roi de l'île, Minos, possédait la flotte la plus puissante de Méditerranée. Ses navires harcelaient ceux d'Athènes, les empêchant de se livrer au commerce. Vous imaginez la réaction des Athéniens quand ils apprirent que leur principal inventeur et dépanneur informatique s'était mis au service du roi de Crète? C'était comme si le fleuron de l'industrie américaine était maintenant fabriqué en Chine. Quand Dédale se présenta au palais pour un entretien d'embauche, Minos le pressa de questions. « Pourquoi as-tu quitté ton dernier emploi ?»« J'ai été condamné pour meurtre, » répondit Dédale. « J'ai poussé mon neveu du haut de l'acropole. » Minos caressa sa barbe d'un air pensif. « Aucun rapport avec la qualité de ton travail, donc. »« Ah non, je n'ai rien perdu de mon intelligence ni de mon inventivité. Simplement, j'ai tué quelqu'un. »« Dans ce cas, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de t'embaucher. Bienvenue en Crète !» Minos installa son nouveau protégé dans un atelier équipé d'un matériel de pointe à Knossos, la capitale de l'île. En un rien de temps, Dédale acquit une nouvelle renommée, plus éclatante encore que celle dont il jouissait à Athènes. Il multiplia les inventions, fit surgir de terre les plus beaux temples et palais du royaume. Son bonheur dura à peu près 5 minutes. Il faut vous dire que le roi Minos avait une histoire familiale compliquée. Il était le fils de Zeus, ce qui peut paraître une chance, mais s'était révélé un handicap pour asseoir son autorité sur la Crète. En résumé, la relation entre Zeus et la mère de Minos, Europe, avait commencé d'une manière étrange. Transformé en taureau, le roi des dieux avait attiré la jeune fille sur son dos avant de l'entraîner dans la mer jusqu'en Crète. Zeus avait fait 3 enfants à Europe, Minos étant l'aîné.
Puis il s'était lassé d'elle, comme toujours, et l'avait abandonnée pour retrouver l'Olympe. Europe avait alors épousé le roi de Crète, Astérion. Celui-ci aimait sincèrement son épouse. Comme ils n'eurent pas d'enfants, il adopta les 3 petits Zeus juniors. À la mort d'Astérion, Minos monta sur le trône, ce qui provoqua des grincements de dents parmi la population. Le nouveau roi était un enfant adopté. Il se prétendait le fils de Zeus, mais combien de fois avait-il entendu cette histoire? Chaque fois qu'une fille de l'île tombait enceinte sans être mariée, c'était le même refrain. « C'est Zeus qui m'a fait ça !» La mère de Minos n'était pas une Crétoise, mais une immigrée débarquée sur le dos d'un taureau. Son fils n'avait aucune légitimité à les gouverner. Piqué au vif, Minos produisit un certificat attestant qu'il était né sur l'île, mais rien n'y fit. Il épousa alors une princesse locale, Pasiphae, une fille du titan Hélios. Tous deux eurent une tripotée de gosses, dont une fille aussi belle qu'intelligente, Ariane. Un fils de Zeus pour roi, une fille d'Hélios pour reine. Qu'est-ce que les Crétois pouvaient rêver de mieux? Mais c'était mal les connaître de croire qu'ils se satisferaient de si peu. « Minos est un étranger, le fils d'un taureau », murmurait-il. « Je crois qu'il est sous l'influence du bétail. » Le roi opta alors pour une campagne marketing à grande échelle. Le peuple le rejetait à cause de ses origines. Il lui prouverait qu'il était fier de celle-ci en adoptant le taureau comme emblème. Il peignit des taureaux sur ses bannières, commanda à Dédale une mosaïque de taureaux géante pour le palais, fit graver des taureaux dorés sur les accoudoirs de son trône, ordonna aux jardiniers royaux de tailler haies et buissons en forme de taureaux. Il commanda de la vaisselle et même des pantoufles à tête de taureau rigolo. Le mercredi, tous les visiteurs du palais se voyaient offrir à l'entrée une figurine de taureau qui bougeait la tête. Bizarrement, ni la vaisselle, ni les pantoufles ne convainquirent ces sujets qui persistèrent à ronchonner et à refuser de payer leurs impôts. C'était l'épisode 21 de Percy Jackson et les héros grecs, où on s'intéresse à un nouveau personnage, à savoir Dédale. Alors peut-être avant qu'on parle dans les épisodes suivants plus précisément de Dédale, j'aimerais bien votre avis sur l'attitude des Crétois qui refusent de se soumettre à l'autorité de Minos. Vous l'avez compris, les Crétois ne reconnaissent pas Minos comme roi parce que il est le fils d'une princesse étrangère, Europe, qui n'est pas de Crète, et de Zeus, mais personne ne croit qu'il est le fils de Zeus. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les Crétois refusent d'avoir comme roi quelqu'un qui n'est pas de chez eux? Qu'est-ce que vous pensez du fait que dans l'Antiquité, on ne reconnaissait que des gens de la même ville ou de la même nation que soi? Qu'est-ce que ça vous dit un peu de la façon dont les Grecs et les anciens de manière générale considéraient les étrangers? Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez réfléchir à cette question un peu en partant de cet exemple de Minos qui n'est pas du tout reconnu par le peuple crétois? Est-ce que vous pouvez un peu me donner votre avis sur la façon dont les anciens, notamment les Grecs, considéraient les étrangers? Je vous laisse réfléchir, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.